Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Les transformer ou les diluer, comme le dit si bien Camille Griselin, hypnothérapeute et experte en croyances limitantes. L'objectif n'est pas de les supprimer, mais de faire en sorte qu'elles prennent moins de place en ajoutant d'autres croyances. Par exemple, je suis timide, mais je suis aussi avenante dans certaines situations. Nous sommes un tout, et les croyances limitantes ne sont limitantes que si elles prennent trop de place dans notre esprit. Et cela sera le thème de cette deuxième saison. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques ou vos questionnements sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Donc aujourd'hui, j'interroge une experte dans le domaine des croyances limitantes puisqu'elle est fondatrice et praticienne de l'hypnose sagesse. Camille Griselin, comment ça va ? Eh bien, ça va super. Merci Anaïs de m'avoir invitée. Donc l'hypnose sagesse permet à l'inconscient de solutionner ses souffrances sans lui imposer de directives à l'aide de métaphores. Je cite le site de sagesse, elle se décline de plusieurs façons, que ce soit l'hypnose dérivée de l'éricksonienne ou le coaching. Dans tous les cas, elle se veut douce, bienveillante et redonnant le pouvoir sur sa propre vie à chacun. Elle vise à supprimer les croyances et les programmations négatives pour permettre à chacun d'agrandir son champ des possibles. Alors, première question Camille, donc tu as sûrement une autre définition de la croyance limitante que ce que je donne en introduction du podcast. Donc, qu'est-ce qu'une croyance limitante pour toi ? Pour moi, c'est une généralité qu'on s'est faite, que ce soit notre propre sujet ou dans la vie en général. Par exemple, croire que je suis timide, pour moi, c'est une croyance limitante. Elle me limite dans le sens où elle me fait croire que je ne suis que ça. Je ne suis que timide. Alors qu'en réalité, oui, par moments, je peux être timide, mais à d'autres moments, je ne le suis pas du tout. Et donc, pour moi, une croyance limitante, c'est s'obliger à n'être qu'une seule nuance, alors qu'on peut tout être. Eh bien, j'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup, Camille. Et penses-tu que toutes nos peurs viennent de croyances ? Alors, je pense qu'elles viennent d'expériences aussi qu'on a vécues, qui sont devenues des croyances. C'est-à-dire que si petite, en rentrant de l'école, je me suis fait embêter sur la route, et que la personne qui m'a embêtée, c'était un grand blond, eh bien, je vais avoir peut-être comme croyance que les grands blonds peuvent être un danger. J'ai fait une généralité parce que ça m'est arrivé une fois. Donc pour moi, ça découle d'une expérience bien souvent ou de choses qu'on a pu entendre aussi. Si notre mère, par exemple, nous a élevés dans la peur des hommes, on peut avoir hérité de cette peur et on peut avoir cette croyance que les hommes sont dangereux. Donc l'inconscient a tendance à faire des généralités, alors automatiquement. C'est ça, c'est un peu notre instinct de survie en fait qui range facilement les choses dans des cases pour nous éviter d'avoir à les revivre. Et donc s'il se retrouve dans une situation qui a des similitudes, directement il va aller chercher son ancien fonctionnement et il va réagir de la même manière. C'est pour ça que des fois on va pas du tout réagir d'une manière adaptée parce que la personne en face de nous sera complètement différente de celle qui a pu nous faire du mal dans le passé. Et pourtant, l'inconscient, voyant une similitude, ressort un vieux comportement. D'accord, merci Camille. Et alors, j'aimerais connaître un peu plus ton histoire et comment tu en es arrivée à devenir fondatrice de la méthode. Quel est ton parcours ainsi que celui de la méthode sagesse ? Alors, mon parcours, faut savoir que l'hypnose, c'est quelque chose de naturel. Donc, depuis toute petite, en fait, je fais de l'hypnose, tout comme toi, tout comme chacun d'entre nous. Et l'hypnose, donc, c'est un état qui permet d'aller modifier les programmes qui sont dans notre inconscient. C'est un état qui permet de faire des mises à jour. Et quand on est petit, jusqu'à nos 6-7 ans, on est en train de copier les programmes de nos parents. Donc moi, j'avais des parents très altruistes
Et je pense que j'ai vraiment copié ça en eux, dans mes programmes à moi. Et ça, c'est des choses que j'ai voulu garder. Par contre, il y a des choses de chez eux que j'avais copiées et que j'ai enlevées au fur et à mesure des années. Notamment, mes 2 parents étaient fonctionnaires et j'ai été la première à me mettre à mon compte parce que c'était pas un programme qui me convenait. Donc, j'ai fait plusieurs choses différentes. Tout d'abord dans le commerce, parce que j'aimais écouter les besoins des gens et trouver des solutions pour répondre à ces besoins-là. À l'époque, c'était le moyen que j'avais trouvé, c'était le commerce. J'avais des personnes qui venaient me voir et qui me disaient que ça leur avait fait beaucoup de bien de discuter avec moi. Et je sentais bien qu'il y avait une dimension plus grande que le commerce. Je ne faisais pas que leur vendre quelque chose, je sentais qu'il y avait une dimension plus grande. Et puis après, j'ai découvert l'hypnose, donc d'abord ericksonienne. Et là, j'ai commencé à voir tout ce qu'on pouvait faire avec l'hypnose et j'ai modifié des choses dans la méthode que j'avais apprise. J'ai modifié essentiellement 2 choses, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur les émotions qu'on avait en nous et sur les croyances qui nous limitaient. Parce que pour moi, même une croyance positive est une croyance limitante. Si je crois que je suis créative, c'est positif, et pourtant si je crois que je ne suis que ça, 100% du temps, eh bien le moment où je vais pas l'être, je vais culpabiliser, je vais m'en vouloir de pas être créative à ce moment-là, et ça va pas du tout être bon pour moi. Alors que si je m'accorde le droit d'être créative par moment, et pas à 100% de ce que je suis, eh bien, le moment où je suis pas créative, c'est OK. Je vais l'accueillir et je me dirai, je serai créative plus tard. D'accord. Alors justement, à propos de la culpabilité, à ton avis, d'où est-ce qu'elle vient cette culpabilité qu'on a parfois de, je sais pas, de pas être assez, de pas ranger assez, de pas être assez? À ton avis, d'où ça vient cette culpabilité? Alors, pour moi, il y a 2 choses. Alors déjà, les animaux, ils n'ont pas cette culpabilité. Un chat qui joue avec une souris, qui la tue et qui la mange pas, il n'a pas la culpabilité de l'avoir tuée, en fait. Donc déjà, c'est propre à l'humain. Pour moi, il y a 2 choses dans la culpabilité. Il y a d'un côté le regard des autres. Je me sens coupable parce que les autres vont penser ceci ou cela de moi, et donc je vais me sentir rejetée et pas aimée. Et puis, il y a un autre versant de la culpabilité que je trouve intéressant, c'est le fait que ça nous permet de pas nous sentir impuissants. Si je crois que je suis coupable de la situation, ça veut dire qu'en changeant quelque chose, je peux changer la situation. Je te donne l'exemple d'une maman dont le fils adolescent a des problèmes à l'école. Si elle se sent coupable de ses problèmes, ça veut dire qu'elle a un peu de pouvoir sur ce qui se passe. Donc, elle va pouvoir changer les choses. Par contre, si elle se sent impuissante, eh bien, elle ne pourra rien changer. Et en fait, la culpabilité, c'est une manière de ne pas se sentir impuissant. Pour moi, quand on enlève sa culpabilité, on accueille une part d'impuissance. Et alors, est-ce qu'il y a véritablement des situations où il est bon de sentir coupable, ou il vaut mieux toujours être détaché d'une certaine façon sans forcément se sentir impuissant? Alors pour moi, toutes les émotions sont bonnes à ressentir. C'est-à-dire que si j'ai une partie de moi qui se sent coupable, c'est OK. Je vais l'accueillir. Et le fait de l'accueillir va éviter qu'elle prenne toute la place. Donc par exemple, je fais une réflexion à une copine, vraiment pas méchamment, mais je vois que ça la vexe. C'est OK de me sentir coupable de l'avoir vexée, à condition que cette culpabilité, elle prenne pas toute la place en moi. Donc pour moi, il vaut mieux accueillir cette émotion-là plutôt qu'essayer de la combattre. En fait, plus on va lutter, et moins ça va être bon. Et c'est pour ça que moi, les croyances, j'ai pas envie de les supprimer, j'ai pas envie de lutter contre, j'ai plutôt envie de les diluer. C'est-à-dire qu'au lieu de les enlever, je vais en rajouter plein d'autres. Je te donne un exemple sur les riches, par exemple. Il y a beaucoup de croyances sur l'argent. Si je crois que les riches sont égoïstes et que j'enlève cette croyance-là, il va se passer que si je rencontre un riche égoïste, ma tête, elle va bugger. Parce que c'est plus possible que ça existe, je l'ai enlevé de ma tête. Par contre, je me laisse la possibilité que certains soient comme ça, même si plein de riches sont super et sont altruistes. Je m'enlève pas des possibilités, je m'en rajoute. Et pour moi, on va se rajouter un maximum de croyances. Donc j'ai la croyance que je suis timide, mais j'ai aussi la croyance que par moment je suis extravertie, et je me rajoute un maximum de croyances. Donc en fait, c'est ça, c'est parvenir à
à pallier au défaut de l'inconscient qui est sans arrêt en train de catégoriser et d'être très fixe, enfin qui est fixé sur une idée, en faisant ce mécanisme-là, donc en accueillant plusieurs possibilités de versions de nous-mêmes. C'est ça. Je donnais l'exemple là l'autre jour avec la colère. À un moment, si je suis en colère contre quelqu'un, j'accueille cette émotion-là. Pourquoi je suis en colère? Donc je réfléchis, je me dis bon, c'est un petit truc qui m'a mis en colère contre cette personne. J'ai une partie de moi qui est en colère, mais tout le reste de moi est toujours dans l'amour de cette personne. Et donc ça fait vraiment nuancer les choses et ça fait que on va moins s'emballer pour un petit truc. Parce que oui, il y a une petite partie de moi qui est en colère et en plus c'est pas une colère permanente. Voilà, elle peut partir, revenir, c'est pas 100% du temps. Donc ça minimise les choses. En fait, c'est comme si on faisait, tu sais, les camemberts pour voir les pourcentages de quelque chose et qu'on s'autorisait à voir, bah tiens, là j'ai 5% de moi qui est en colère, mais tout le reste va bien. J'ai 5% de moi qui est timide, mais tout le reste ose aller vers l'autre. Et voilà, le fait de voir un petit peu toutes ces nuances en nous, ça nous permet d'être tout ça à la fois. Et alors là, on peut se demander, dans ce champ des possibles, dans cette multitude de versions de nous-mêmes, qui est moi finalement? Parce que tu vois, là, je pense tout de suite au fait que si j'ai un entretien d'embauche, souvent on demande 3 qualités, 3 défauts. Qu'est-ce que tu répondrais justement dans cet entretien d'embauche, puisque tu peux parfois être impulsif, parfois non, parfois être créatif, parfois tu peux être altruiste, parfois non. Alors comment on gère par exemple un entretien d'embauche? Alors moi, tu vois, je pense que je les prendrais à leur propre piège en disant que pour moi, les défauts n'en sont pas. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, dans les entreprises, on recrute beaucoup de gens flemmards. Parce qu'on a remarqué que les flemmards, eh ben, comme ils n'avaient pas envie de se fatiguer, ils trouvaient toujours des astuces pour arriver à leur fin de manière facile. C'est un peu Gaston Lagaffe qui trouvait toujours des inventions pour éviter de se déplacer pour aller chercher son café. Eh bien, aujourd'hui, si on me demandait 3 défauts, je serais incapable de leur dire. Parce que je leur expliquerais justement que pour moi, dans ce qu'on appelle des défauts, il y a des qualités. Et je ne me présenterai que par ces qualités-là. Quelqu'un qui est en retard, peu importe le défaut, pour moi, il y a une qualité là-dedans. Oui, c'est ça. En fait, il y a toujours une part de lumière dans la part d'obscurité, enfin qu'on interprète comme étant obscure. C'est vrai. C'est ça. Et donc, on peut vraiment montrer toutes les facettes de ce qu'on est. Et c'est justement en les montrant toutes que on a le plus de chances que ça matche avec l'autre en face de nous. Parce que tu vois, si t'es mon employeur, que je me présente à toi en te disant, bah voilà, je suis créative. Point. Ok, c'est super. Tu cherches une créative, mais tu cherches aussi quelqu'un qui pourrait, je sais pas, organiser quelque chose. Si je te dis pas aussi que je suis organisée, que je suis pas tout le reste, ben tu risques de passer à côté de certaines compétences que j'ai en fait. Donc, pour moi, on est tout. Et c'est juste qu'on choisit de l'utiliser ou pas. Donc, pareil, je leur dirais, bah, dites-moi ce dont vous avez besoin et je vous dirai quelle partie de moi je pourrais allumer pour vous. Donc finalement, ça me fait réfléchir et je me dis que le moi n'est jamais défini dans ce cas, si on part sur ce principe-là. Moi, je considère que le moi, c'est tout. C'est comme une garde-robe où tu as tous les vêtements de la terre et c'est toi qui choisis le matin lesquels tu vas porter aujourd'hui. Tu as même le droit de te changer plein de fois dans la journée si tu veux. Oui, d'ailleurs, par exemple, on peut dire je suis organisée, puis il y a un jour où on va pas être bien, où on va être malade, et puis là, pouf, toute notre organisation, elle tombe à l'eau. C'est ça. Et donc, admettons que ce jour-là, malheureusement, on a été en examen, et ben on va être jugé qu'on n'est pas organisé, alors que finalement on l'est, c'est juste que ce jour-là, on était un peu plus fatigué en fait. C'est ça. On est vraiment des êtres variables en fonction des moments. Et c'est important de se connaître. Tu vois, moi j'écris beaucoup. Je sais que j'ai beaucoup plus d'inspiration le matin. Eh ben, je m'organise pour que ce soit le matin que j'ai à créer des choses. Et je vais faire d'autres tâches l'après-midi. Et c'est vraiment une question de connaître son fonctionnement et d'accueillir aussi des envies différentes parce que ça peut m'arriver que finalement le soir, tiens là j'ai de l'inspiration alors que d'habitude c'est pas le cas, mais je l'accueille. Et alors, j'aimerais revenir aussi sur les émotions.
Est-ce que quelqu'un qui se laisse submerger en permanence par une émotion en particulier, donc par exemple qui a beaucoup beaucoup de colère en lui, et qui va sans arrêt se mettre en colère et qui va te dire par exemple, enfin qui ne parvient véritablement pas à se calmer et qui va te dire ah mais j'ai le droit d'être en colère. Est-ce que cette personne est dans l'accueil de sa colère ou est encore dans la lutte? Alors, je pense qu'elle est dans l'accueil de sa colère présente, mais que cette colère présente est un ricochet d'une colère passée. C'est-à-dire que oui, je suis en colère, j'ai le droit, mais en fait, souvent, il est incapable d'expliquer d'où elle vient cette colère. Parce que c'est pas la petite goutte d'eau là qui a fait déborder le vase qui est responsable de cette colère. C'est quelque chose de bien plus ancien. Donc oui, c'est ok d'être en colère, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Et puis, tu vois, ça me fait penser, là, je parlais avec une institutrice qui est en colère contre les hommes politiques parce que, justement, l'éducation nationale ne fait pas ce qu'il faut pour que l'enseignement se passe bien. Et je lui dis, mais pourquoi tu te lances pas en politique? Ah ben non, je suis en colère contre eux. Oui, mais tu critiques ceux qui décident, donc deviens une qui décide. Ah non, 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 je peux pas. Et donc, pour moi, cette colère-là, elle n'est pas légitime. Parce que tu as la possibilité d'agir, de faire quelque chose. Donc, ou tu arrêtes de te plaindre, ou tu agis. Mais ça sert à rien d'être en colère si tu ne fais rien, en fait. Et oui, ça c'est un grand sujet, c'est de alors qu'est-ce qui est rassurant finalement dans la lamentation? Parce que même nous, parfois, on le fait, on se plaint de quelque chose et puis finalement, on va pas agir dessus. Qu'est-ce qui est confortable dans cette lamentation? Alors, c'est reposant. Alors, même si ça peut être fatigant d'un certain côté, c'est reposant parce que c'est pas de ma responsabilité. Tu vois, par exemple, on est allé dans une entreprise avec pour coacher les employés, et puis il y avait plusieurs directeurs de boutique qui étaient réunis et qui nous disent bah oui, quand même la direction, elle nous organise pas de team building pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Et je leur dis mais vous pouvez vous donner vos numéros de téléphone là, vous pouvez aller prendre un verre tous ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la direction le fasse pour vous. Ah bah oui, on n'y avait pas pensé. Et en fait, on attend souvent de nos supérieurs hiérarchiques et des autres qu'ils fassent les choses à notre place. C'est reposant en fait. Et pourtant, bah, c'est aussi ce qui nous permet de nous lamenter. C'est ça, alors c'est à la fois reposant, mais à la fois enfin, on reste quand même dans un état, dans une énergie négative qui va nous abîmer au fur et à mesure. Oui. C'est peut-être que c'est la solution la plus facile aussi de se lamenter. Bah, tu vois, je me suis rendu compte que les gens avaient très peur de leur liberté finalement. Quand tu es celui qui décide de tout, tu as plein de responsabilités, tu as plein de choix possibles et ça va peser sur toi. Quand tu ne fais que obéir à des règles, c'est beaucoup moins stressant. Ça a été prouvé avec plein d'études sur les rats, notamment en laboratoire. On a fait des tests et on a vu que le dominant était toujours le plus stressé et ceux qui étaient dominés étaient les moins stressés parce qu'ils ne faisaient qu'obéir. Donc il y a des gens qui ont tout intérêt à faire des métiers comme travailler à la chaîne parce qu'ils n'ont pas besoin spécialement de réfléchir, ils ont juste à obéir à des choses. Et alors justement, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent malgré tout, voilà, faire bouger les choses, qui veulent être leaders, mais qui ne gèrent pas le stress et donc qui n'arrivent pas à pérenniser leur position de leader? Quels conseils tu leur donnerais sur la gestion du stress? Donc pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de déléguer déjà, donc de pas se charger de tâches qui sont pas dans nos compétences ou dans nos plaisirs. Moi, par exemple, j'ai délégué à une juriste tout ce que je voulais pas faire dans mon entreprise parce que c'est pas mon domaine, j'ai pas été formée à ça. Et puis la deuxième chose, c'est arrêter de porter aussi toute la responsabilité du monde. J'ai reçu beaucoup de personnes qui étaient en dépression parce qu'elles étaient à fond dans le zéro déchet et elles étaient malheureuses de voir que tout le monde ne faisait pas comme elles. Elles se sentaient impuissantes et elles avaient l'impression que si la terre se dégradait, bah, c'était de leur faute quelque part parce qu'elles n'avaient pas réussi à convaincre les autres. Donc voilà, peut-être équilibrer les choses et se dire que on est responsable de certaines choses, mais pas de tout. Arrêter de vouloir tout contrôler, quoi. Oui, ça c'est super important,
l'envie de contrôle permanente, forcément, elle va générer beaucoup de stress parce qu'on se sent directement impliqué. D'ailleurs, tu parles de zéro déchet. Aujourd'hui, il y a un nouveau concept qui est sorti qui s'appelle l'éco-anxiété. Et je sais que c'est quelque chose dont d'ailleurs les nouvelles générations sont particulièrement concernées. Et moi, la première, puisqu'en ce moment, je travaille dans une ONG qui justement qui protège les forêts tropicales. Et c'est vrai que parfois, j'ai mal à la terre, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment un sentiment profond, mais plus de tristesse. C'est-à-dire que ça va pas me générer du stress spécialement, mais plus du désespoir. Voilà, du désespoir où je vais me dire, mais en fait, ce que je fais, c'est trop petit pour aider la planète. Et alors, on est beaucoup dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour parvenir à quand même continuer notre combat? Bah justement, le dernier mot était parfait, ton combat. Pour moi, déjà, il faudrait arrêter de voir ça comme un combat. Parce qu'un combat, ça rend triste. Un combat, c'est deux choses qui font la guerre et il va y avoir un perdant. Et pour moi, c'est vraiment l'amour qui va faire que les choses vont aller de mieux en mieux. Donc, si vous êtes en combat contre ceux qui polluent, si vous êtes en combat contre ceux qui déforestent, en fait, vous êtes tout le temps dans une énergie de guerre et de tristesse. Est-ce que vous pourriez pas changer de mot et plutôt faire la paix et plutôt, au lieu de combattre ces entreprises, alors je ne sais pas contre qui vous vous battez exactement, mais comment on pourrait faire pour que vous soyez tous gagnants? Comment on pourrait faire pour que ce soit plus un combat mais une collaboration? C'est-à-dire que vous n'allez pas tout faire pour les exténuer, vous allez tout faire pour que tout le monde soit satisfait et que la Terre s'en porte bien. Comment faire? Est-ce que ça changerait quelque chose dans ce que tu appelles ton combat? Je vais réfléchir à la question parce que bon, ici au Brésil, c'est un contexte particulier. En fait, on se bat donc, enfin, on lutte contre des personnes malheureusement qui sont armées, hein, et qui vont chercher l'or, hein, de la terre et avec qui malheureusement le débat est très difficile. C'est vrai qu'il faut réfléchir à une manière pacifique peut-être de les approcher. En fait, demande-toi pourquoi elles vont chercher de l'or, d'après toi. Pourquoi elles vont chercher de l'or? Parce que ça vaut de l'or, voilà, ça vaut beaucoup d'argent et elles sont dans une situation souvent de survie. Ok. Donc, ces personnes-là, si tu les empêches d'aller chercher de l'or, alors qu'elles sont en situation de survie, elles vont trouver un autre moyen qui sera peut-être pire. Au lieu de se battre contre ces personnes-là, pourquoi on n'irait pas les aider à améliorer leur vie pour qu'ils n'aient plus besoin de venir faire ce qu'ils font? Eh ben, on les fera participer au programme dans ce cas. En fait, pour moi, il n'y a pas de méchant. Même si le procédé qu'ils utilisent est pas cool, on peut trouver dans chaque humain sur Terre l'envie que sa famille aille bien, qu'elle soit à l'abri du besoin, etc. Et donc, au lieu de se battre contre, peut-être aller voir ce dont ils ont besoin. Et peut-être, alors là c'est différent au Brésil, mais tu vois, en France par exemple, il y a des personnes qui vont commettre des cambriolages, des choses comme ça, parce qu'elles sont persuadées que en ayant le dernier sac à la mode, etc., les dernières baskets, elles vont être plus heureuses. Moi, je peux pas empêcher les cambriolages. Par contre, je peux aider des personnes à se sentir déjà heureuses avec ce qu'elles ont. Je dis pas qu'il y aura moins de cambriolages en France, mais peut-être que une ou deux personnes aura entendu mes séances et se sera dit, en fait, j'ai pas besoin de ces baskets-là pour être heureux. Donc, tu vois, des fois, c'est pas en s'y prenant en allant faire le guet devant les maisons et empêcher les cambriolages qu'on va faire quelque chose. C'est en allant voir le besoin de nos ennemis, entre guillemets, qu'on va pouvoir vraiment changer les choses. Alors justement, je trouve que dans les sociétés en général, pas que en France et pas que au Brésil, on a tendance à beaucoup critiquer les personnes qui font passer leurs intérêts personnels avant les intérêts collectifs. Voilà. Est-ce que tu as un avis à ce sujet devant cette critique qui est faite? Alors pour moi, si c'est le cas, c'est qu'ils se sentent pas faire partie du tout. C'est qu'ils se sentent un noyau à l'extérieur du tout. Donc oui, ils font passer leurs intérêts du noyau à l'extérieur. Mais s'ils se sentaient intégrés dans le tout,
En fait, tout ce qu'ils feraient pour leur groupe, ça serait pour tout le monde, en fait. Donc, c'est peut-être juste une question d'intégration. D'accord, oui, c'est ça, c'est exactement ça, en fait. Au plus on se sent, au plus on cesse de se croire séparé de la nature et des êtres humains, et au plus, en fait, nos actions vont être en accord avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, effectivement. C'est ça. Alors, pour toi, Camille, quelle a été la croyance la plus handicapante, celle où tu t'es sentie la plus libérée en la modifiant, ou en la diluant plutôt? C'est la croyance qu'on grandit de ses souffrances, qu'on devient plus fort avec ses souffrances. J'avais vraiment cette croyance-là. Je me suis sentie assez privilégiée dans ma vie, quand j'étais enfant, etc. Et c'est comme si j'avais besoin de passer par la souffrance pour mériter le bonheur. Donc on a été beaucoup influencé par les contes de fées, les livres, les films. Et le jour où je me suis dit, mais en fait, je peux arrêter de passer par la souffrance pour être heureuse, ça a révolutionné ma vie. Et je me suis aussi enlevé la croyance qu'il fallait grandir, apprendre, évoluer. Je me suis enlevé cette croyance-là aussi, parce qu'en fait, on peut déjà être heureux comme on est aujourd'hui. On n'a pas besoin de changer. Vouloir toujours changer, s'améliorer, c'est s'empêcher d'aimer ce qu'on est déjà. Et donc, on peut jamais être satisfait. Ça, je suis tout à fait d'accord. En revanche, sur la notion d'apprentissage, je sais que, enfin, personnellement, et je le constate aussi sur les personnes que je rencontre, le fait d'apprendre des nouvelles choses, c'est quelque chose qui nous rend vraiment heureux, enfin, qui est vraiment enthousiasmant, qui est excitant. Alors peut-être que tu le conçois pas de cette manière-là. Alors moi, quand je disais apprendre, c'était surtout le fait de travailler sur soi, d'apprendre sur soi. C'est pas tant apprendre des compétences. Apprendre des compétences, effectivement, ça peut rendre très heureux. Après, il faut pas non plus tomber dans l'extrême. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des personnes qui font 12 milliards de formations pour se sentir légitimes, qui ont besoin tout le temps d'apprendre, pour se sentir légitimes et aussi pour être un peu méritant, tu vois. Donc, tant que l'apprentissage est un plaisir, c'est OK. Si ça devient pour aller combler un manque de confiance, c'est peut-être pas toujours très sain. C'est ça, cette notion de mérite, elle est encore très très forte dans nos sociétés, euh, surtout en Occident. Et, et alors ça, à ton avis, d'où ça vient cette notion de mérite? Elle vient des contes de fées ou c'est global, où il y a plusieurs facteurs? Je pense que ça vient aussi du travail. Donc, toute peine mérite salaire. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les congés payés, il n'y avait pas tout ça. Ils travaillaient très, très dur pour pouvoir s'en sortir. Donc, je pense que oui, les contes de fées, ça y a joué, mais je pense que le travail, nos ancêtres, quand on voit nos parents qui nous disaient « pense à ta retraite », ils pensaient déjà, on n'avait pas commencé à travailler, qu'il fallait penser à la retraite. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup ça, cette question de mérite au travail. Et c'est vrai Oui, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, quand je leur dis que la vie peut être facile, en fait, ils ont peur de s'ennuyer s'il y a plus d'efforts. Ils ont peur que si leur vie est trop plate, mais comme en amour, si leur couple ne s'engueule pas suffisamment souvent, ils ont peur de s'ennuyer. Et donc, ils ont besoin d'avoir des difficultés pour mériter que ça se passe bien et qu'ils soient heureux. oui, ça d'ailleurs, j'ai posé la question l'autre fois à une amie, je lui ai demandé si elle pensait que c'était possible que dans la vie, on n'ait pas de difficultés. Elle m'a dit, bah non, c'est impossible. On a toujours des difficultés. La vie, elle apporte sans arrêt des difficultés. Je dis, mais imagine une vie où il y en a vraiment pas. Comment on réagirait finalement? Et il y a vraiment cette croyance aussi qu'on se dit que ce n'est pas possible. Une vie sans malheur, ça n'existe pas. Et je pense que de fait, donc, on attire aussi ça à nous. Alors, effectivement, et en plus, il y a aussi cette question, tu sais, du yin et du yang, que l'un ne peut pas exister sans son contraire, que si tu as du bonheur, il y a forcément du malheur. Il y a des personnes qui sont persuadées que il faut qu'ils vivent du malheur, parce que sinon, s'ils vivent un trop grand bonheur, à un moment, ils vont tout perdre. Ils sont persuadés que ça peut pas durer. Donc, il y a aussi cette dualité sans arrêt entre le bonheur et le malheur, comme si ça pouvait pas exister l'un sans l'autre. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que
quand on vit un bonheur vraiment exaltant, tout de suite notre cerveau vient nous hacker en nous disant oui bah profite hein, parce que ça va pas durer. Ou en fait le fait de ressentir une émotion extrêmement positive, c'est aussi difficile finalement pour l'inconscient et ça lui fait sortir de sa zone de confort. Et donc on a tout de suite envie de redescendre au niveau plus neutre. Et je trouve que ça c'est terrible parce que ça nous arrive tous et ça nous empêche de profiter de l'instant présent. C'est ça. Il y a une expression, tu sais, qui dit les bonnes choses ont une fin. Et en fait, c'est une mauvaise interprétation de cette expression-là, parce que c'est pas une fin, ça va finir. C'est une fin dans le sens ou un objectif. Et en fait, on a déformé ça et on s'est raconté que le bonheur pouvait pas durer. Pour moi, le bonheur, c'est une succession de moments heureux. Donc oui, les moments peuvent se terminer, mais il y en a un autre qui vient prendre la suite. Donc ça peut durer. Et pour moi, le bonheur, il est à l'intérieur de nous. C'est un peu comme un soleil. Oui, il peut y avoir des nuages qui passent, mais dedans, il fait toujours beau. Oui, ça notamment, on apprend beaucoup ça en méditation et notamment dans les sociétés bouddhistes, que que le soleil sera toujours derrière les nuages et que même s'il y a la tempête euh, à la surface, l'eau profondément en nous, on est toujours serein. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on peut accueillir toutes les émotions qu'on ressent à un même moment. Tu vois, par exemple, une fois, j'avais une personne qui avait fait une fausse couche, donc qui était pas bien, et qui avait un enfant de 4 ans qui lui se rendait pas compte de ce qui se passait et qui continuait à jouer, à rigoler comme avant. Et en fait, elle se donnait pas la permission de rire parce que, oui, ce petit bout, il lui faisait rire, mais en même temps, elle venait d'avoir la perte d'un bébé. Et donc, je lui ai dit, mais accueille toutes les émotions que tu ressens. Qu'est-ce qui va se passer? Le fait de rire avec ton petit bout, ça va atténuer finalement la douleur que tu as. Ça a le droit de cohabiter. C'est pas parce que tu vas rire avec ton fils que tu vas plus être triste. Les deux peuvent cohabiter. Et en fait, plus on laisse cohabiter les émotions, plus elles vont se diluer et nous fournir un équilibre qui fait qu'on se sent bien. Oui, en fait, ça me fait penser au fait qu'on est sans arrêt en train de résister aux émotions, finalement. C'est Et ça. alors ça, à ton avis, d'où ça vient cette manie qu'on a à tout le temps résister à nos émotions? Je pense que ça vient du fait qu'on a prédéfini dans notre tête ce que c'est qu'une personne bien, la personne parfaite. La personne bien, elle se met pas en colère, la personne bien, elle est indulgente avec les autres, la personne bien, etc. Et donc si, par exemple, j'ai un jugement qui arrive dans ma tête, oh là là, ça y est, je suis pas une personne bien parce que je suis en train de critiquer quelqu'un. Sauf qu'en fait, cette critique qui m'arrive là à l'instant, elle est là pour mon bien. Elle est là pour me dire, tu vois, cette personne-là, ce qu'elle fait, ça te correspondrait pas. En fait, la partie de moi qui critique, la partie de moi qui juge, elle m'aide à prendre les meilleures décisions pour moi. Donc, si elle n'était pas là, eh ben, je prendrais aucune décision dans ma vie. Donc, on veut lutter contre cette partie de nous qui critique l'autre, mais en fait, elle est utile à nos propres décisions. Donc, au lieu de lutter contre, c'est de l'accueillir. Ok, moi, je ferai pas comme elle, mais ça a l'air de la rendre heureuse, donc c'est ok. Moi, je ferai autrement, mais c'est ok qu'elle fasse comme ça pour elle. Et en fait, si on l'accueillait au lieu de lutter contre, eh ben, on serait beaucoup moins critique, justement, avec les autres. D'accord, oui, c'est très sage, intéressant. Et quelles sont les croyances alors que tu constates le plus dans la société française au fil de tes expériences? Donc, il y a celle que je te disais tout à l'heure par rapport à la souffrance. Il y en a une en ce moment que je mets beaucoup en lumière, c'est la croyance que si ça va pas, faut changer, faut partir, faut tout quitter. Comme j'expliquais, il y a beaucoup de reportages et de choses comme ça en ce moment sur ils ont osé changer de vie, ils ont osé tout plaquer, comme si c'était la solution au bonheur. Et je vois beaucoup de personnes qui sont en train de fantasmer sur une autre vie, persuadées que c'est le seul moyen d'être heureux. Et pour moi, ça détruit beaucoup de choses parce que tu peux pas apprécier le plat que tu es en train de manger si tu es en train de regarder le plat de la personne sur la table de restaurant à côté. Donc voilà, là j'essaye de mettre de la nuance en fait dans les choses. Oui, parfois il faut partir, mais parfois en fait il y a peut-être juste
un regard différent à porter sur sa situation. Il y a peut-être juste des tout petits ajustements. On n'est pas obligé de tout quitter. D'ailleurs, dans notre génération, on a beaucoup ce rêve doré de l'entrepreneuriat, du voyage. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui reviennent de leurs expériences et qui sont pas plus avancées qu'avant. Parce que justement, on leur a vendu que c'était ça le bonheur et avec toutes les formations de développement personnel, de coaching qu'il peut y avoir. Alors que ça se trouve, finalement, la solution, elle était là où la personne était, mais en changeant d'autres choses, mais sur place. C'est ça. Et, ou en changeant son intérieur. Ça peut aussi venir seulement de l'intérieur, pas forcément de l'extérieur. Oui, ça, je suis assez d'accord. Il faut faire attention à pas se méprendre dans le piège de l'entrepreneuriat, du voyage, etc., qui va tout résoudre. En fait, les gens ont besoin de beaucoup de liberté. Donc, ils s'imaginent qu'être à son compte, c'est être entièrement libre de faire tout ce qu'on veut quand on veut, ce qui est faux, parce qu'on continue à avoir des clients, on continue à avoir des choses à respecter, des comptes à rendre à l'administration. On n'est pas libre comme on s'imagine. On reste interdépendant. En fait, j'ai l'impression que les gens ont la croyance que la liberté, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on veut quand on veut. Mais ça, c'est possible que si tu es tout seul sur une île déserte. Dès lors que tu es en société, tu es en interdépendance avec les autres. Et c'est pareil pour le voyage. On a vu plein partir en camping-car, faire le tour du monde, et pas se rendre compte des contraintes qui allaient rester. Ils s'imaginaient que c'était ça la liberté. Donc oui, il peut y avoir des gens qui sont déçus. Là, dernièrement, j'ai eu une expatriée qui me dit « Mais en fait, je suis en Nouvelle-Calédonie, mais en fait, je suis pas du tout heureuse. C'était mon rêve depuis toujours et puis je le suis pas. Faut rentrer en France. » Oh bah non, qu'est-ce qu'ils vont dire mes amis? Bah que t'as essayé et que finalement, tu t'es rendu compte que c'était pas ça ton rêve. Donc voilà, il y a beaucoup de fantasmes sur tout ça. Et malheureusement, le fantasme, il empêche de vivre et de savourer ce qu'on a ici. Ça, c'est hyper important que tu soulèves ce point parce que je pense que la connaissance de soi, finalement, l'amour pour soi, mène plus au bonheur qu'autre chose. Et il faut faire attention à faire en sorte que nos désirs et nos fantasmes ne viennent pas s'entraver justement sur la connaissance de soi et l'amour de soi parce que c'est ce qui peut engendrer de la déception, comme tu dis. C'est ça. Donc c'est vraiment important de savourer ce qu'on a et après de prendre sa décision. Voilà, est-ce que vraiment ça me convient? Mais au moins d'avoir donné toutes les chances à ce qu'on avait d'être savouré. Super. Et alors, travailles-tu également avec le transgénérationnel et penses-tu que nos bagages donc ancestraux sont porteurs de croyances limitantes? Alors, je pense que oui, forcément. Il y en a déjà sous le fait qu'on a vu nos parents. Donc, tout ce qu'ils ont fait est enregistré en nous. On était comme un ordinateur vierge en arrivant. On a eu déjà tous les programmes de nos parents, qui eux-mêmes avaient hérité des choses de leurs propres parents. Donc oui, on a des programmes en nous. Après, on peut décider d'arrêter d'y être fidèle, ou on peut décider, pareil, de les diluer. C'est-à-dire que tout ce que faisaient nos parents n'était peut-être pas mauvais, il y avait peut-être aussi des choses bien, et c'est peut-être bien quand même de garder certains côtés qu'ils avaient, même des côtés qu'on pourrait croire négatifs. Si je garde en moi, par exemple, la colère que mon père avait de temps en temps, peut-être que cette colère, diluée à ma joie, elle va être un moteur génial pour pouvoir mettre des choses en place, pour pouvoir faire comme tu fais, protéger des forêts ou des choses comme ça, pour, je dirais pas mener des combats, mais protéger des causes. Et donc, on a le choix de se dire, je rejette tout ce qui fait partie du transgénérationnel, ou je le dilue. Et moi, c'est mon choix à moi. Je le dilue avec ma joie, avec plein de choses positives, et ça me laisse un éventail de possibilités. D'accord, super. Et alors, j'entends parfois ce principe-là qui est assez fort chez certaines personnes, notamment en Occident. Que penses-tu du principe de travailler ses peurs lorsqu'on va bien, afin que lorsque la situation qui éveille cette peur arrive, nous soyons préparés et donc on évite de paniquer et parfois même dans certains cas extrêmes, donc de mourir? Alors, il y a plusieurs sortes de peurs. Il y a les peurs classiques et puis il y a les phobies. Je les mets pas dans le même panier. Les phobies, c'est vraiment des bugs de l'inconscient. Il a associé, par exemple, une souris à la mort.
ou à la sexualité. C'est ou la mort ou la sexualité. Il y a eu un choc émotionnel et il a mélangé les deux, un peu comme si, tu sais, c'était les puzzles à 2 morceaux, il avait encastré les deux. Donc là, avec l'hypnose notamment, on va pouvoir lui montrer qu'il s'est trompé, que cette souris n'a rien à voir avec la sexualité, que c'est un bug, et on va lui faire évacuer l'émotion, et la phobie va disparaître. Donc ça, c'est pour les phobies. Concernant les peurs, pour moi, elles sont saines. Et justement, il n'y a rien à travailler, il y a juste à accueillir. Si j'ai la peur de mourir, c'est génial. Ça veut dire que cette partie de moi, elle va tout faire pour que je meure pas. Elle va tout faire pour me protéger. Si j'ai la peur du manque, c'est génial. Elle va tout faire pour m'empêcher d'être dans le manque. En fait, mes peurs, c'est un peu comme des bodyguards qui m'empêchent de vivre ce qu'ils redoutent le plus. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui vont tellement lutter contre ces parties d'eux-mêmes que les peurs vont prendre trop d'ampleur. Elles vont tout gouverner. Alors que si je l'accueille, par exemple, j'ai un projet, je veux me lancer dans mon entreprise et j'ai la peur de l'échec. Eh bien, c'est super, cette peur-là, je l'accueille parce qu'elle va me permettre de tout faire pour pas échouer, mais c'est pas elle qui va être aux commandes du navire. Elle sera là, un peu comme un comptable dans une entreprise. Il est utile, mais c'est pas lui qui prend toutes les décisions. Par contre, je l'écoute quand il a quelque chose à me dire. Ben pour moi, c'est pareil avec les peurs. C'est des parties de l'entreprise intérieure et elles sont toutes importantes. Simplement, vu qu'on lutte contre, elles crient fort. Alors que dès qu'on les accueille, elles prennent leur juste place. D'accord. Et je pensais par exemple à des choses un peu plus physiques, des gens qui ont très peur, par exemple quelqu'un qui a très peur de l'eau, puis un jour il se retrouve en pleine mer et puis il est obligé d'aller à l'eau. La panique peut le faire mourir. Alors, est-ce que c'est bon d'avoir le réflexe de, quand je suis pas dans la situation réelle, je me force à travailler cette peur pour ne pas paniquer une fois que je suis en danger. Alors, pour moi, il suffirait d'une séance d'hypnose pour l'enlever, cette peur. Il y a de grandes chances que ce soit lié à la naissance, que le bébé dans le ventre de la mère, il y avait de l'eau. Il y a de grandes chances qu'il y ait un lien avec ça. Et après, il a plus besoin, une fois qu'il a enlevé l'émotion qui était liée à ça, il a plus besoin. Parce que sinon, c'est se programmer à l'éventualité que je me retrouve au milieu de la mer et de me noyer. Donc, je me programme un truc négatif, c'est pas hyper cool. Donc, donc voilà, pour moi, c'est bien si vraiment tu as une peur qui est pas justifiée, eh ben d'aller la travailler. Par contre, si tu as peur du vide de manière normale, faut la garder, cette peur-là. Ça va t'éviter de prendre des risques démesurés. Donc voilà, si c'est phobie, je la travaille en amont et je la supprime. Si c'est une peur normale, je l'accueille. D'accord, oui, donc on n'a pas forcément besoin de se mettre dans la situation, on peut juste aller faire une séance d'hypnose avec un thérapeute de sagesse. C'est ça. Et alors, comment tu formes donc justement tes thérapeutes? Est-ce que ils doivent justement diluer leurs croyances limitantes? Alors nous, on a toujours un module avant de les former pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent eux aussi faire un grand nettoyage émotionnel de leur histoire, pour que eux-mêmes aillent bien avant d'aller aider les autres. Même si on n'est pas obligé d'avoir tout nettoyé, je trouve ça important d'aller bien et d'être heureux. Parce que bien sûr, le client qui va venir nous voir aura une autre méthode pour être heureux, mais si nous déjà on va bien, je trouve que c'est vraiment aidant pour le client. Et penses-tu que le but de la vie, alors, c'est d'être heureux? Honnêtement, oui, je pense que c'est d'expérimenter le bonheur. Et je pense pas qu'on ait une mission de vie, si ce n'est que d'être heureux. Et pour moi, être heureux, c'est rencontrer des humains et voir le bon en chacun. Et si on n'a pas une mission de vie, peut-être qu'on a plusieurs missions ou qu'on a plusieurs choses qui nous sont plus ou moins destinées. Alors sans parler de fatalité, hein, parce que dans le destin, il y a une forme de fatalité. Je dis ça plus, par exemple, moi je sais que j'ai une grande habilité sociale et donc dans le travail que je fais avec l'ONG, je suis surtout amenée en fait à organiser des groupes. Et donc alors que je suis peut-être moins bonne, voilà, dans le domaine purement physique, forestier.
Donc est-ce que là, c'est pas une forme de mission, même si on peut avoir plusieurs missions? Alors, je pense effectivement qu'on a des talents. Je pense qu'on peut tous les avoir, mais qu'on les a pas forcément tous développés. Je sais pas si tu vois Mathieu Chédid. Tu connais Mathieu Chédid? Non, je connais Un pas. chanteur. Eh bien, son père est chanteur, toute sa famille est chanteur, et en fait, depuis tout petit, ça chante à la maison, il y a des guitares, et donc sa fille chante, parce que pour elle, ça a été sa norme depuis le début. Peut-être que si dans sa famille, ils avaient été tous peintres, peut-être que sa fille aujourd'hui serait peintre, parce que elle a vu autour d'elle ça. Et donc, moi, je suis convaincue qu'on a tous les talents en nous, mais que ou bien on n'y a pas été soumis, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu autour de nous des gens qui avaient ce talent-là, ou bien on a décidé juste de ne pas les utiliser parce qu'on a envie d'en utiliser d'autres. Je pense qu'on les a tous et que la vie a fait qu'on en a développé certains et pas d'autres. Et justement, le fait que la vie fait qu'on en développe certains, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'ordre spirituel, quelque chose qui est plus grand que nous? Alors, tout est possible. J'ai pas la réponse à ça. Moi, personnellement, j'ai testé beaucoup la spiritualité, puis j'ai retrouvé mon équilibre entre spiritualité et pied sur terre, parce que je me suis rendu compte qu'on avait tendance à donner trop de pouvoir justement à l'univers, à la vie, à l'autre, à quelque chose d'extérieur à nous. Et finalement, tu vois, ces gens qui voulaient une grande liberté, ils veulent des guides. Donc ils veulent être libres, mais en même temps, ils ont besoin d'être guidés. Et pour moi, en fait, je préfère me dire que oui, j'ai une part d'impuissance, mais quand même, la majorité de ce que je vis, c'est moi qui le crée. Moi, ça me fait du bien de croire ça, en fait. Penses-tu que prendre du recul donc sur ses croyances est un travail sans fin, ou est-ce une croyance en soi qu'on n'a jamais terminé le travail? En fait, là, moi, où j'en suis de ma pensée par rapport au fait de diluer, pour moi, ça y est, j'arrive à la fin. Puisque, à partir d'aujourd'hui, toute croyance est la bienvenue. Voilà. Elle est une croyance parmi d'autres à l'intérieur de moi, et c'est OK. J'ai l'impression d'avoir fini le travail, en fait. D'accord, super. J'aime beaucoup cette peur que tu cites dans un de tes coachings, je crois, et je me sens d'ailleurs concernée, qui est la peur de montrer ma réussite, de faire mon intéressante et qu'on me juge de prétentieuse. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette peur, à ton avis, dans l'inconscient collectif, d'où elle vient? Alors moi, elle remonte à mon école primaire, en tout cas. Voilà, celle qui faisait sa crâneuse, c'était celle que tout le monde détestait en fait, parce qu'elle faisait son intéressante. Et c'est ce fameux combat, cette fameuse jalousie pour gagner l'amour de la maîtresse ou l'amour du parent ou l'amour des autres. Et donc on a préféré la pointer du doigt plutôt que d'en faire une amie en fait, parce qu'elle allait être justement notre rivale. Donc pour moi, elle revient là. Et si on remonte un peu plus, j'ai trouvé aussi des choses intéressantes par rapport à l'époque où les hommes partaient en guerre. Et donc, il n'y avait pas assez d'hommes pour le nombre de femmes qu'il y avait parce qu'ils se faisaient tuer à la guerre. Et donc, pour pouvoir plaire à un homme, comme il y avait beaucoup de femmes, fallait être justement celle qui allait être la plus belle, etc. Donc, il y avait vraiment une notion de compétition. Et donc, on n'a pas envie d'être celle que tout le monde déteste en étant celle qui réussit. On a envie d'être aimé. Donc je pense que on a aussi hérité de ça, cette peur d'être celle que tout le monde va détester si on est la seule qui réussit. Mais dès lors qu'on se dit qu'en fait la réussite elle est là pour tout le monde, qu'il y a autant de réussite que d'humains sur Terre possible, et non pas comme à l'époque où il n'y avait pas assez d'hommes, je pense qu'on va arrêter de culpabiliser de réussir si on se dit que tout le monde peut le faire. Super. Et alors, j'aime bien poser 2 dernières questions en fin de podcast. Quel est le challenge actuel? Quel est ton challenge actuel, Camille? Le risque que tu souhaiterais prendre aujourd'hui et par quoi te sens-tu potentiellement freinée? Alors, moi, ça fait longtemps que j'ai renoncé au challenge et au risque parce que pour moi, il y a une question justement de négatif. Je vois pas pourquoi je prendrais des risques alors que je peux me faire douceur. Donc en fait, je ne me suis mis aucun challenge
je ne vais prendre aucun risque parce que je me fais douceur. Maintenant, si tu me demandes quels sont mes objectifs, là, en ce moment, j'en ai un. C'est de créer un dispensaire pour pouvoir accueillir des personnes gratuitement, bénévolement, pour recevoir des séances d'hypnose. Mais ça me fait pas peur, c'est pas un risque, c'est pas un challenge, c'est juste une envie du cœur. D'accord, oui, donc c'est finalement au lieu de penser de manière compétitive, puisque il y a une forme de compétitivité dans le challenge, dans le risque, etc. Tu penses amour, en fait. C'est ça. Parce que un challenge avec moi-même, ça voudrait dire que je suis en compétition avec moi-même. Sauf que je suis pas en compétition avec moi-même et je considère pas non plus que la moi de demain sera mieux que la moi d'aujourd'hui. Après ce fameux challenge, donc. C'est ça, tout à fait. D'accord. Je pense qu'on est toutes super et qu'on est adapté au moment où on vit. Génial. Et alors, question finale, penses-tu que nous sommes illimités ? Je pense que nous le sommes, mais que ça nous fait très très peur de l'être. Et que c'est important d'accueillir la partie de nous qui a besoin de règles et d'un manuel en fait. C'est pour ça, je pense qu'il y a autant de personnes qui font des tests pour savoir quelle personnalité elles ont, pour pouvoir savoir quel manuel suivre. Parce que ça fait peur d'être illimité et de pouvoir tout faire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des régimes, parce que le régime, il te dit quoi manger. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans la religion, parce que la Bible ou le Coran te disent quoi faire. Et je pense que c'est vraiment tout notre paradoxe. On est des êtres qui ont envie d'être libres et en même temps, on adore suivre des règles. Génial pour le mot de la fin. Camille Griselin, merci beaucoup. Avec plaisir. Et j'espère que cela inspirera nombreux de nos auditeurs et de nos auditrices. Merci à toi, Anaïs. Merci, ciao. Ciao. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. Personnellement, ce sont surtout les notions de combat et de challenge qui m'ont marqué. En effet, elles impliquent une défiance à notre personnalité alors que nous pourrions avancer en douceur, comme le dit très bien Camille. Cela dit, pour revenir à l'exemple que j'ai cité concernant les orpailleurs en Amazonie, il me paraît malgré tout difficile d'instaurer un dialogue avec eux, puisque nous risquons notre vie, en fait, rien qu'en les approchant. Donc quelle stratégie pourrait s'offrir à nous ? Je me pose la question, et je suis avide de suggestions. En tout cas, vous comprenez pourquoi je change de saison à la suite de cet épisode, puisque cela va modifier mes questions pour les prochaines interviews. N'hésitez pas à me partager vos retours sur vos remises en question, cela m'intéresse grandement. Merci beaucoup et à bientôt.